Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat. Problématique des réfugiés rwandais au Congo est le thème de ce débat. Avec moi pour en parler, Constant Ibarapea, il est politologue. Bonsoir Constant. Bonsoir Maxence, bonsoir à mon aîné Asie Dominique de Marseille et à mon ami Ignace Ngirabatouare. Je dis à Makoro. Constant l'a dit, nous avons donc sur ce plateau Asie Dominique de Marseille, journaliste d'investigation, qui n'est plus à présenter. Bonsoir Asie. Bonsoir mon cher. Et puis nous avons Ignace Ngirabatouare, il est réfugié rwandais. Bonsoir Ignace. Bonsoir monsieur. Depuis plus d'un mois, quelques 8000 réfugiés rwandais ne bénéficient plus de ce statut. Après avoir tranquillement joui de l'accueil au Congo, ils sont aujourd'hui considérés comme des sans-papiers. Le Congo, le Rwanda et le HCR ont signé un accord pour permettre le retour de ces réfugiés au bercail. Mais ces derniers ne veulent pas rentrer. Ils redoutent des représailles de la part de leurs autorités. À Brazzaville, on invite ces Rwandais à se conformer désormais aux règles de l'immigration. Or, pour mener ces démarches administratives, il faut un passeport rwandais. Nous allons en parler dans ce débat, mais je vous propose déjà de repartir du côté de la régie et de suivre ce premier reportage. Cet appel lancé par les ex-réfugiés rwandais réunis au sein de l'association Espoir pour continuer de bénéficier de la protection du Congo fait suite à la clause de cessation du statut de réfugié, le Rwanda ayant supprimé les motifs de crainte de persécution, notamment face à l'ethnie Hutu. À la lumière d'un certain nombre de faits répertoriés dans un mémorandum publié en ce début d'année par l'association Espoir, les conditions fondamentales, durables et effectives comme la réunification véritable du peuple rwandais pour garantir le rapatriement des ex-réfugiés ne sont pas encore réunies. Comme le témoigne le rapport de Roberto Garreton de 1998 et le rapport des experts onisiens, dit rapport Mapping, publié en 2010, selon lequel nous sommes victimes et témoins. Malgré ces rapports, les auteurs du dit massacre n'ont jamais été jugés, mais plutôt continuent de nous intimider, diaboliser, harceler et plus grave encore, ce régime en place FPR en utilisant les ambassades nous poursuit dans les pays d'asile pour nous massacrer et kidnapper. Ce mémorandum revient sur les raisons actuelles des réfugiés rwandais Hutus de ne pas rentrer chez eux, parmi lesquels les Hutus sont seuls responsables des crimes de génocide au Rwanda, la chosification du Hutu désormais plus bas qu'un simple bétail, tout comme les propos souvent tenus par le président rwandais Paul Kagame, comme dans son discours du 4 juin 2014 dans lequel il parlait de fusiller publiquement et en plein jour les Hutus, faisant référence à certains textes sur la protection et le respect des droits de l'homme comme l'article 14, alinéa 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays. Les ex-réfugiés rwandais encore au Congo sollicitent des autorités congolaises l'observation de cette disposition parmi tant d'autres. Retour sur ce plateau, je me retourne tout de suite du côté de M. Constant Ibarapea, vous êtes politologue. Est-ce que le Congo était obligé de conclure cette tripartite avec le Rwanda et le HCR à la lecture du reportage que vous venez de suivre? Bon, merci de m'avoir associé à ce débat. Je dirais que on ne peut pas reprocher au Congo aujourd'hui d'avoir signé cette tripartite avec le Rwanda et le HCR. Et est-ce que l'initiative de cette tripartite émanait du Congo? Je ne pense pas. Et puis le Congo ne l'a pas fait tout seul. Il y a d'abord l'ONU qui est là à travers le HCR. Alors, le Congo a accepté d'accorder l'asile à ces réfugiés rwandais. C'était sur la base d'un accord avec l'ONU, à travers le HCR. À partir de ce moment-là, il était nécessaire, au vu d'un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire le Rwanda, qui a estimé que ses ressortissants devaient regagner son pays, ce qui est tout à fait normal. Hein. Vous vous en souvenez, nous aussi, on était dans cette même situation avec nos compatriotes qui étaient au Gabon. À un moment, quand la clause de cessation a cessé, on a demandé au Congolais de rentrer. Certains sont rentrés, l'État congolais a tout mis en œuvre. Donc, le rôle d'un État, c'est d'assurer la protection de ses citoyens et de voir ses enfants vivre dans son territoire. Alors, si le Congo l'a fait, juridiquement, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit au Congo. Et politiquement, on ne peut pas reprocher quoi que ce soit au Congo pour l'avoir fait. Peut-être stratégiquement, et là nous allons voir. Mais je veux dire d'entrée de jeu que pour comprendre cette affaire, c'est la question que nous débattons aujourd'hui, il nous faut, moi je dois utiliser 3 répertoires. J'aurai le répertoire historique,
pour comprendre le refus de refus de nos amis rwandais à repartir chez eux. Je veux convoquer le répertoire juridique et je convoquerai également le répertoire sociologique pour voir que gagne le Congo dans cette affaire. Nous allons y revenir. Asie-Dominique de Marcel, journaliste d'investigation. Le Congo était-il obligé de signer cette tripartite avec le Rwanda et le HCR? Oui, mais c'est la norme en la matière, c'est la norme. Le Congo n'est pas un pays hors norme. Il est parmi les pays signataires des conventions internationales, donc un pays de la communauté internationale régi par les Nations Unies. Et quand vous avez des réfugiés chez vous, évidemment, pour que les réfugiés rentrent, il faut bien qu'il y ait un accord associant le pays d'accueil, associant le HCR et le pays, qu'on appelle ça, le pays qui héberge les réfugiés. Donc, dans le cas d'espèce, ce n'est pas une nouveauté. Et l'histoire a montré que les réfugiés congolais en RDC, pour rentrer ici, il a fallu un accord tripartite. Il était signé entre le Congo, la RDC et le HCR. Donc ça se passe comme ça, parce que le pays d'accueil, donc le Congo par exemple, quand il reçoit, ou le Rwanda, il sait qu'il va recevoir, il signe l'accord, et c'est même lui qui demande. En fait, c'est lui qui déclenche le processus. Il dit, je suis prêt, je demande que les gens viennent. Alors vous ne voyez pas le Congo te dire, non, on ne vous envoie pas vos gars. Bon, le HCR dit, c'est moi qui garde les réfugiés. Donc le maître d'ouvrage qui met tout en exécution sur le HCR. Les réfugiés dans n'importe quel pays au monde sont gardés par le HCR. Le pays donne l'espace, le HCR a la gouvernance des réfugiés. C'est lui et ce n'est que lui qui gère les réfugiés. Vous êtes en train de dire que finalement le Congo n'avait pas le choix? Non, le Congo, mais j'ai dit, c'est le système fonctionne comme ça. On ne va pas faire de ça une exception. Quand les réfugiés sont dans un pays, pour qu'ils repartent dans l'autre pays, le Congo qui accueille doit se mettre en harmonie avec le pays qui appelle et le HCR. Voilà pourquoi on dit l'accord tripartite, parce que cet accord interpelle trois institutions, le pays d'hébergement, le pays d'accueil dans le pays surtout originaire réfugié, et le HCR qui est l'institution qui gère les réfugiés. Donc c'est un mécanisme, je peux dire, institutionnel, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ignace, la même question. Est-ce que vous pensez que le Congo était obligé de signer ces accords tripartites avec le Rwanda et le HCR? Je crois qu'il ne devait pas le signer parce que, selon nous les réfugiés, nous jugeons l'accord de clause de cessation prématurée parce que les conditions pour lesquelles tu nous as poussé de quitter le Rwanda ne sont pas encore changées. Ils sont là, il y a encore des conditions qui nous ont poussé de quitter le Rwanda, existent toujours jusqu'à aujourd'hui. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il y a les conflits entre les deux ethnies, Hutu et Tutsi, qui existent jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, la guerre a pris fin, mais le conflit existe jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez peur de repartir parce que vous pensez que les conditions de votre retour ne sont pas réunies, quoi. Vous êtes comme marginalisé en quelque sorte. Exactement, ne sont pas encore réunis. Vas-y. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle la deuxième partie de la question. Le système fonctionne ainsi. Maintenant, il appartient au Rwanda de montrer que quand il déclenche la signature de l'accord tripartite, que le Rwanda est sincère. Quand vous nous posez la question sur le plateau, c'est pour dire qu'institutionnellement, ça fonctionne comme ça. Maintenant, on ne peut pas condamner le Congo d'avoir signé. Maintenant, c'est la volonté du pays d'accueil. Parce que je reviens sur l'histoire. Le cas n'est pas exceptionnel. Le jour où le Congo demande à la RDC de lui renvoyer ses réfugiés, c'est le Congo qui demande. Et la RDC ne peut pas dire non. Parce que maintenant, c'est au Congo de montrer sa bonne volonté. Le HCR accompagne, qui gère les réfugiés. Alors ici, la question est capitale pour dire, on signe oui. Mais est-ce que la demande du Rwanda est-elle sincère? Voilà la belle question. En ce moment-là, le monsieur répond, dit non. Et en ce moment-là, moi, je peux vous dire non. Mais le système fonctionne que comme ça. Si on dit le Congo ne signe pas, le Congo devient délinquant dans un système légaliste. Mais l'appréciation de la sincérité du Rwanda appartient pas au Congo. Quand Sassou dit les réfugiés congolais en RDC doivent rentrer, l'appréciation de la sincérité des dires du président Sassou n'appartenait pas à Kabila. Kabila héberge, Kabila donne. Mais à Sassou d'être sincère pour que les réfugiés qui rentrent trouvent une vie paisible. Voilà, c'est ce que j'appelle moi le deuxième volet de la question. Mais est-ce que le HCR ne mène pas une enquête? C'est vrai que le président peut dire faites-moi venir mes ressortissants. Oui. Une certaine façon de parler, mais tout en sachant qu'ils peuvent aussi avoir un agenda caché. Le HCR en ce moment-là fait quoi? C'est la question fondamentale de ce débat. Si je suis venu à ce débat, parce que l'histoire risque de bégayer
l'histoire risque de bégayer. Quand je dis bégayer, c'est quoi? L'histoire risque de nous ramener. C'est-à-dire, ce qui est intéressant pour moi dans ce dossier, c'est que ça se passe au Congo. Pourquoi je dis intéressant? Parce que le Congo lui-même a déjà vécu ce cas. Quand on vous dit disparu du beach, ce dossier des disparus du beach, c'est exactement ce qui risque d'avoir lieu dans le cas du Rwanda. Nous allons y revenir, Azi. Voilà. Que le politologue dise quelque chose. Oui. Oui, je dois dire quelque chose. Commençons par dire à mon ami Ngira Batouare que le Congo n'avait pas à discuter du choix de votre retour dans votre pays d'origine. Première chose. Deuxième chose, je dois dire ici qu'on ne peut pas juger de la bonne foi du président Kagame sur ce plateau. Pourquoi? Lorsque le président Kagame a demandé que ces restrictions regagnent son pays, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 2010 qu'il a commencé. Et il y a des enquêtes qu'on mène. Et là, c'est le HCR qui est au centre de tout. Parce que les gens là sont au Congo, parce que le HCR a dit, voici j'ai des gens, gardez-moi ces gens-là ici. Et quand ils veulent repartir, c'est le HCR qui, sur la base de certaines enquêtes que le HCR a menées, il a estimé nécessaire que le climat de paix, ou bien la cause qui a fait que ces compatriotes africains quittent leur pays pour se trouver au Congo, la situation est calmée, donc ils peuvent repartir. Maintenant, le problème c'est quoi? Voilà pourquoi j'évoquais l'histoire tout à l'heure. Et c'est sur la base de l'histoire qu'on comprendra pourquoi le président Kagame tient à ce que ses compatriotes repartent et pourquoi ceux qui sont ici ne veulent pas rentrer aussi. Et là, il faut, on se situera sur le terrain de l'histoire. Mais à dire que faire un parallélisme entre ce qui s'est passé en RDC et ce qui s'est passé, ce qui va se passer au Rwanda, ça sera lié dans la boule de cristal. Première chose. Je vais évoquer l'autre aspect. Prenons le cas de la RDC. Le cas de la RDC, moi j'ai suivi une ONG de la RDC qui suit ce problème du côté du Congo, qui avait quelque part aussi épinglé la légèreté des autorités congolaises dans la gestion de ce dossier. Et cette légèreté a fait en sorte que nous nous retrouvons dans ce qu'on s'est retrouvé. Mais à la fin, on a vérifié pour dire que certaines personnes qu'on avait qualifiées et taxées de mort là-bas étaient vivants. Mais le Rwanda doit, à partir de ça, on pourra redresser le tir avec le Rwanda. On dit, bon voilà, vous voulez que ça parte, nous avons fait des investigations, on s'est rendu compte que le climat de paix est restauré et que les gens peuvent rentrer sans recourir de danger. À partir de ce moment, voilà ce qu'il faut. Et le rapatriement devrait se faire. Je dis devrait se faire. En conformité avec le HCR. Et on organise ce rapatriement-là. Si mes amis rwandais acceptaient de rentrer. Donc ça va pas se faire comme ça. Et puis on va tirer les leçons du passé. Nous avons fait une enquête, nous avons fait des investigations. Nous qui, Congo ou HCR? Non, je ne sais pas la tripartite s'engage d'abord en premier lieu le HCR. Je m'explique Foucault. Le premier. Une seconde, vas-y, tu auras la parole. Vas-y, Père. La figure centrale dans cette affaire, c'est d'abord le HCR. Parce que c'est le HCR qui demande au Congo d'accorder l'asile aux ressortissants rwandais. Première chose. Deuxième acteur, c'est le Rwanda. En réalité, ça se passe entre ces deux acteurs. C'est vrai que le Congo est là aussi. Maintenant, si le Rwanda veut que ces répartissants rentrent, il demande au HCR. Le HCR mène des investigations. Et sur la base de ces investigations, il constate que les gens peuvent rentrer. Alors, à partir de ce moment-là, le Congo fait quoi? Le Congo ne pourra rien faire. Et puis, le Congo ne peut pas dire non, il ne faut pas partir, c'est pas possible. Donc, maintenant, est-ce que nous savons ce qui s'est dit entre le Rwanda et le HCR? Quels sont les éléments qui ont milité en faveur du Rwanda pour que ces réfugiés, le HCR accepte que les réfugiés là repartent chez eux? Voilà la problématique. Si les réfugiés pensent qu'en repartant, ils sont en danger. Bon, écoutez, les réfugiés peuvent le penser. Maintenant, est-ce que les réfugiés, il faut qu'ils produisent les éléments qu'en rentrant chez nous, nous sommes en danger sur la base de tel. Et puis je vais vous révéler une chose, c'est que il n'y a pas que les réfugiés rwandais au Congo. Je viens, j'établis la relation. C'est pour dire quoi? Non, j'ouvre une brèche. Pourquoi? Parce qu'il y a des réfugiés rwandais dans d'autres pays que le Congo et qui certains sont rentrés. Il y avait certains qui sont ici qui sont également rentrés.
Donc, voilà les éléments. Vas-y. Voilà, il est rare que je parte un débat avec une documentation. C'est l'une des premières fois. Je peux faire 100 débats et je n'amène pas la documentation. Je rappelle que tu nous as parlé des disparus du BIC. Oui, dans ce dossier, le parallélisme. Le parallélisme, quand je l'ai dit, voilà. Quand j'ai sorti ce bouquin-là sur l'affaire des disparus du BIC, je suis malheureusement l'unique journaliste congolais qui a fait l'enquête sur les disparus du BIC. Je suis parti dans les 3 camps où les réfugiés étaient installés, les réfugiés congolais étaient installés en RDC, au sud de la RDC. Et mon collègue, mon cadet, pose un problème capital, la responsabilité du ACR. Quand je dis que l'histoire risque de bégayer, parce que c'est le ACR qui a la responsabilité de gérer les réfugiés. C'est au vu des enquêtes que le ACR mène pour dire c'est bon, il peut partir. Mais si le ACR joue la politique, parce que j'accuse, je pèse mes mots, je répète, j'accuse le ACR, et je l'ai accusé ici dans le cas des disparus du BIC. C'est l'ACR qui a déclenché malhonnêtement, je pèse mes mots, il y a le bouquin qui est là, l'affaire des disparus du BIC. C'est l'ACR qui écrit pour dire attention, on nous a signalé qu'il y a des disparus. Mais mon frère, quand vous lisez ce bouquin, le ACR est complètement compromis. Et quand il a appelé au tribunal, vêtu de son immunité institutionnelle, le ACR ne se présente jamais à des procès. Parce que l'accusation de l'ACR, c'est quoi? Quand le ACR est en complaisance avec le pays qui rappelle, prenons le cas d'exemple, je ne dis pas c'est le cas, mais un enquêteur se pose des questions. Imaginez Kagame dit, bon, l'histoire au Rwanda est une histoire d'ethnie, et ce n'est pas une histoire d'idéologie. C'est l'ethnie. Or, l'ethnie, on la quitte par l'idéologie, on peut la quitter. On était au parti unique, on passe à la démocratie, on change d'idéologie. Mais l'ethnie, on est et on meurt avec. Tant que le colon a cultivé le tribalisme, c'est des tribus des ethnies, voilà. Et c'était le Rwandais qui a vécu sur ça. Chez nous, ça n'existait pas. Hein? On peut être du Nord, on peut être un parti du Sud, on y va. Ici, Hutu et Tutsi, c'est la division totale. Quand les Hutus sont au pouvoir, ce n'est pas les Tutsis. Quand les Tutsis, ce n'est pas les Hutus. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui guérir ça à la minute? Je ne dis pas que c'est systématique. Guérir ça à la minute. Alors, le ACR qui fait l'enquête, qui dit, vous pouvez rentrer. Imaginez, je prends un exemple. Moi, je me pose des questions. Un enquêteur, c'est ça. Imaginez que d'aventure, Kagame dit, bon, moi, pour régler le problème des réfugiés qui sont à travers le monde, qui me gênent, ben, je vais rentrer avec l'ACR qui me les envoie. Je les contrôlerai bien. Si le ACR baptise, il triche avec la réalité du droit. L'ACR n'a pas le droit de prendre parti dans ce genre de conflit en faveur d'un pouvoir. L'ACR doit mener une enquête, comme il dit, indépendante, avec des éléments irréfutables de ce que si les gens rentrent, il n'y a pas de problème. Monsieur a demandé depuis, je vous donne la première preuve. Je vous donne la première preuve. Voilà ce document. Ce document, je l'ai déniché à Bruxelles. C'est quoi le document déjà? Ce document, c'est le gouvernement du Rwanda qui interdit à certains Rwandais de rentrer volontairement. Voilà, on ne peut pas demander une chose de son contraire. Là, ils le font en Europe. Ce document, il est là. Je vois bien que la caméra met là-dessus. On interdit à ces Rwandais-là qui ont mis leur nom ici de prendre n'importe quel avion. Et donc, ces Rwandais qui sont partis de Paris pour prendre un avion et arriver en Belgique, rentrer chez eux, arriver à l'aéroport, on dit vous n'embarquez pas. Nous avons un document de Kigali. Voilà le chercheur. Je fais l'enquête, je tombe sur ça. Je dis, mais attends, il ne faut pas que le Congo prenne la responsabilité d'envoyer des gens à la potence. À quoi on joue? Si on interdit aux Rwandais qui sont en France, en Belgique de rentrer, et on autorise à ceux qui sont au Congo de rentrer, il y a 2 poids, 2 mesures. Ce document, ce n'est pas Azi qui l'écrit. C'est ça l'investigation. 1, 2, 2. Je tombe sur l'enquête élaborée par les droits de l'homme. Si vous regardez la FIDH, c'est étonnant. Ce rapport, si les Rwandais ne l'ont pas, moi je l'ai. Et je le déniche où? À Paris. Les instituts de droits, le FIDH dénonce systématiquement la mauvaise pratique du pouvoir rwandais en face de ces réfugiés. C'est pas Azi qui fait ce rapport. Quand on fait une enquête, on n'est pas parti sur le terrain, on se sert des rapports des autres. Ça, c'est le FIDH qui vraiment déplore le comportement du gouvernement rwandais. Alors si nous avons les ONG sont faites pour ne pas faire le pouvoir. Donc quand on gère un pouvoir, comme on dit une chose, si les ONG contredisent, on fait attention aux ONG. Les gens n'ont pas de parti pris apparemment. Alors si l'ONG s'impose, dit non, ça ne marche pas et que nous envoyons. La totale c'est quoi? Je ne vais pas vous donner le reste, il y en a tellement sur cette enquête. La totale c'est quoi? Ici, vous avez la RDC, vous avez l'Ouganda, vous avez le Burundi, vous avez la Tanzanie, qui refusent malgré l'accord parti de rapatrier les réfugiés. Le Congo va être le meilleur exemple. Si la RDC refuse, le Rwanda, le Burundi refuse, l'Ouganda refuse, la Tanzanie refuse.
Parce que malgré le rapport du HCR, ils estiment qu'ils ont des éléments à leur position montrant que ça ne va pas s'ils repartent. Vous n'allez pas porter la responsabilité historique d'envoyer les gens à la potence. Donc vous êtes en train de dire, Azi, tous ces documents que j'ai rassemblés dans cette enquête. Vous êtes en train de dire que le Congo devrait mener une contre-expertise pour comprendre ce qui se passe. C'est simple à faire. Je suis journaliste d'investigation, j'ai fait le voyage pour avoir tous ces documents. Quand j'arrive en RDC, ce que je trouve sur le comportement du HCR, j'ai dit bien blâmable, ce n'est pas normal. Le HCR ne doit pas faire de la politique. Il ne faut pas qu'il brûle le village, c'est pas normal. Il ne faut pas que le HCR partise malicieusement avec des secteurs pour faire du mal aux citoyens. Le Congrès doit prendre la responsabilité d'envoyer des gens à la potence. Voilà un élément. Non, du côté de PA. Oui, non, attends, je donne un élément important pour que PA puisse intervenir. Ok, allez-y. Voilà l'élément qui, moi, me déclenche l'enquête sur lequel je suis congolais, je suis chez moi, je vais en faire l'enquête sur quoi. Vous avez 9 ou 10 000 réfugiés rwandais au Congo qui sont arrivés depuis 20 ans. Ils ont participé à tout. Ils ont une relation avec les Congolais. Ils ont créé leur famille ici. Ils investissent et ils font le commerce. Ok. Un bon matin, nous regardons les reportages à la télévision. On montre que le Rwanda est un pays qui est en train d'évoluer. C'est la petite Suisse africaine. C'est l'Eldorado. C'est un pays qui est en plein essor. C'est le meilleur en Afrique. Et quand je vois 10 000 Rwandais et qu'il y a 8 000 qui refusent de partir, n'importe quel journée d'investigation pose la question. Mon pays évolue, j'ai amassé un capital financier au Congo, mais on ne vit bien que chez soi. Qu'est-ce que je fais? J'apporte mon capital, je rentre dans mon pays parce que le pays évolue. Mais quand j'ai vu 10 000 Rwandais, 8 000 refusent de partir, la moisson est trop négativement grande. Ça m'amène à dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est après de là que je me suis intéressé. Et quand je suis parti voir, je me suis rendu compte qu'on peut être Rwandais, on peut être content à l'extérieur alors que ton pays va bien. C'est-à-dire qu'il y a une inadéquation. Ce qui est handicapant, c'est quoi? La volonté de partir n'est pas suscité par la publicité qu'on fait du Rwanda. C'est le président de la publicité fait. On va donner la parole à PA. Donc c'est ça le dossier. PA, quand je suis Azi, c'est vrai que d'un côté, il dit que le HCR est responsable, mais quand tu vois le comportement du gouvernement congolais par rapport au gouvernement de la RDC, de l'Angola, où on retrouve des Rwandais, j'ai comme l'impression qu'Azi accuse également le Congo. Non. Est-ce que c'est ton sentiment? Non, je n'accuse pas le Congo. Plutôt, j'ai dit le Congo n'a pas le choix. C'est une impression. Non, je n'accuse pas le Congo. Je dis le Congo doit faire attention. Lorsque Azi cite la RDC, l'Angola et les autres qui refusent de rapatrier les réfugiés rwandais parce qu'ils ont des éléments à leur possession qui ne leur permettent pas d'être d'accord avec le HCR et que le Congo tout bonnement dit aux réfugiés repartez, on a l'impression que c'est une accusation qu'on fait du Congo. Bon, chacun peut avoir son opinion sur cette question. Moi, je ne gère pas des questions par émotion. Je fais la science. J'ai commencé par expliquer comment le phénomène fonctionne. Monsieur Azi a apporté des documents là. Et l'autre, je l'ai lu, la démocratie, monsieur Tutelle. J'ai lu ce rapport. Et puis, l'autre rapport qui interdit à certains Rwandais, heureusement qu'il a dit certains Rwandais, de rentrer chez eux. Première question, la question qu'on doit savoir, c'est qu'au nombre de quels, combien sont-ils ces Rwandais qu'on refuse de repartir chez eux? C'est des Rwandais, simplement. Non, attendez. 1, 2, 3, c'est des Rwandais. C'est des Rwandais. 1000, c'est des Rwandais. 4, 5, c'est leur pays, ils doivent rentrer chez eux. Un citoyen extérieur n'est pas... Imaginez que vous êtes dans un groupe de 10 Congolais, 9 rentrent, on vous dit vous ne rentrez pas. Est-ce que vous avez ce sentiment que vous êtes... c'est des Rwandais? Donc le nombre, apparemment, je ne prends pas parti, mais bon, on raisonne scientifiquement, comme vous avez dit, hein, c'est aussi la science. Hein. Le nombre, à ce moment-là, ne compte pas. Ça compte. Vous allez voir là où je vais en venir. Je vous en prie, allez-y. Voilà, si vous laissez le temps. Première chose, donc, je vais d'abord m'interroger, combien sont-ils? Première chose. Deuxième chose, je vais poser la question, quels sont les griefs qui sont reprochés à ces Rwandais-là? Et à partir de ce moment-là, quand on pourra apprécier que non, les graisses là, c'est superfétatoire, ça ne tient pas, ou bien ceci. Mais n'ayant pas lu ce document et ne connaissant pas combien sont-ils et tout, je ne peux pas m'exprimer sur la question. Maintenant, je reviens. Ce qu'on oublie de dire, c'est que parmi les Rwandais qui sont au Congo, il y a ceux qui ont bénéficié de l'exemption. Je le dis sous le contrôle de M. Ngirabatouare, à mes côtés. Il y a certains qui ont bénéficié de l'exemption, c'est-à-dire après examen de leur situation, on estime que ces personnes, une fois au Rwanda, vont courir le risque d'insécurité et ils ne vont pas partir. Par contre, d'autres, ils ont estimé qu'ils peuvent partir. Là, je suis sur la forme. Maintenant, si vous dites
le parallélisme entre le HCR avec la situation en RDC et le HCR avec la situation au Congo, je pense que ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Si je comprends bien, j'ai suivi les interventions de M. Aziz sur plusieurs chaînes, ça veut dire qu'en RDC, le HCR a opéré contre le gouvernement congolais. Oui, il a chargé le gouvernement congolais. Oui, exactement. Or, avec le Rwanda, à vous entendre, oui, le HCR travaille en collaboration avec le gouvernement. Pourrait bien travailler. Laissez-moi continuer. Avec le gouvernement rwandais. Laissez-moi. Pourrait bien travailler. Laissez-moi continuer. Laissez-le continuer. Non, j'ai dit pourrait bien travailler. Ok. Je n'affirme pas. Vous aurez la parole, vas-y. Déjà, quand vous mettez en doute la crédibilité de la sincérité de M. Kagame, ça pose problème. De toutes les manières, je vais arriver. Donc là, monsieur, le HCR, dans le cas spécifique des Rwandais, serait de connivence avec l'État rwandais pour envoyer ces Rwandais qui sont ici à la potence, pour utiliser sa propre expression. Oui. Ça veut donc dire que dans ce cas de figure, on ne peut pas faire le parallélisme entre ce qui s'est passé en RDC et ce qui s'est passé au Congo. Première chose. Deuxième chose, moi j'aimerais que vous avez posé un aspect très important. Vous avez parlé de l'économie et tout, mais ça c'est ce que j'appelais le côté stratégique si le Congo avait raison. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? Les Rwandais, qu'on a demandé de partir, on ne demande pas que ce n'est pas la seule option. Ça aussi, M. Aziz ne n'aperçoit pas. On leur a dit, soit vous partez chez vous, si vous voulez. C'est bon, le rapatriement volontaire. C'est ce que j'ai lu. Moi, j'ai le communiqué final de tout ça ici. Rapatriement volontaire. Voilà. J'ai laissé le communiqué final le procès verbal de la réunion tripartite d'évaluation, je laisse sous mes yeux. 26 au 26 2017. Voilà. Donc, premièrement, rapatriement volontaire. Deuxièmement, intégration locale. Mais cette intégration locale est conditionnée par l'obtention d'un passeport rwandais. Ça veut dire quoi? On ne vous dit pas de partir automatiquement, on vous dit, nous ne partons pas, nous sommes au Congo, on est intégré au Congo, nous avons des enfants qui sont nés au Congo et ceux qui ont déjà 20 ans, qui du point de vue des droits bénéficient de la nationalité congolaise. Parce qu'ils sont nés sur le sol congolais. Donc, là aussi, c'est d'autres aspects qu'on n'a pas touché jusqu'ici. Maintenant, s'ils disent, moi j'ai ma femme qui est congolaise, ou bien je me suis marié à un Congolais, ce qui est très rare, je ne peux pas souvent observer que les femmes rwandaises, et c'est là où je reviens dans l'histoire. Vous allez me donner le temps quand on va partir, pourquoi ils ne veulent pas partir, c'est là où je vais revenir. Donc, ils ont le choix. On n'a pas dit vous partez impérativement. C'est pas possible. Vous devez partir. Si vous voulez, vous restez au Congo, l'intégration locale, mais on vous approprie le passeport congolais. C'est sur la base de ce passeport qu'on va leur établir les cartes de séjour, les cartes de Constant, tu auras le temps de poursuivre. Nous allons prendre la pause. Nous allons prendre la pause pour nous permettre également de souffler, de boire un peu d'eau. Et puis nous reviendrons poursuivre ce débat placé sur le thème problématique des réfugiés rwandais au Congo. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau, nous sommes en train de décortiquer la problématique des réfugiés rwandais au Congo. Constant Ebarapeya, politologue, vous aviez la parole. C'est vrai, tout ce que vous êtes en train de dire, mais il y a quand même 8000 réfugiés rwandais qui ne veulent pas rentrer et ce n'est pas rien. Je suis d'accord. Il y a 8000 Rwandais qui ne veulent pas rentrer. Je soulignais avant la pause qu'on ne demande pas à ce Rwandais-là de rentrer impérativement. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. Ils ont l'option de rester au Congo, même tous les 8000, ils ont l'option de rester au Congo s'ils veulent. À une seule condition, ils doivent s'approprier du passeport rwandais. Et ça, c'est le Rwanda qui impose. Mais attends, à partir du moment où le statut de réfugié a été retiré, ils vont rester comme des apatrides dans notre pays? C'est ça la question. Dans le retrait du statut. C'est là où intervient l'histoire. Vous savez, moi je suis joué d'investigation. L'illégalité dans le retrait du statut. Et quand le statut est retiré, vous avez un passeport des Nations Unies. Il y a des réfugiés qui voyagent avec un passeport qui n'appartient pas à un État. Et on peut faire pour le cas du Rwandais. Parce que le danger, c'est lequel? Vas-y, il y a Constant qui parle. Vous aurez le temps de parler. Sinon, on ne s'entend pas. Allons-y. Ok, je vous en prie. Alors, Constant. Mais je vais dire à mon grand frère, le débat c'est l'échange, il faut vous écouter l'autre, grand frère. Oui. Ça ne passe pas comme ça. Bon, je disais ceci, la chose suivante.
À partir du moment où vous n'avez plus le droit, vous n'êtes plus reconnu comme réfugié, à partir de cet instant, vous devez avoir des papiers d'un État. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'espèce? Monsieur Aziz nous parle de l'histoire du passeport international. Vous savez, cette histoire commence même avant la Première Guerre mondiale. Laissez-moi venir. Non, faut pas. Restons dans le débat. Oui, mais... N'allons pas chercher le passeport international. Restons dans le débat. Alors, ce que je voudrais dire, je l'ai dit dans mon introduction, c'est pour Constant Ebara Peya. À Brazzaville, on invite ces réfugiés rwandais à se conformer désormais aux règles de l'immigration. Lorsqu'on parle des règles de l'immigration au Congo, on a comme l'impression que Brazzaville et Kigali parlent le même langage. Bon. Donc pour qu'ils soient chez nous, il faut qu'ils aient un passeport rwandais. Ça, c'est le point de vue de droit. Donc des deux côtés, ils n'ont pas le choix. Ça, c'est du point de vue de droit. Puisqu'ils sont restés ici pendant 20 ans, sous le régime de réfugiés. Ils avaient besoin, je crois, d'une carte. Je crois une carte de réfugiés qu'on leur attribuait. Mais à partir de ce moment où la clause intervient, ils doivent, s'ils veulent rester sur le territoire congolais, se conformer à la législation congolaise. Sur quelle base? Moi, j'ai été à l'étranger, j'ai été étudiant, mais pour m'établir la carte de séjour, ou soit la carte consulaire, je devais apporter la preuve que je suis congolais, j'apporte mon passeport. Par contre, nous on avait... Attendez, laissez-moi... Allez-y. Par contre, on avait aussi là-bas les ressortissants de la RDC, qui étaient la bonne situation du réfugié. Eux, ils avaient des cartes qu'on leur donnait. Donc, on ne peut pas dire ici que le Congo et le Rwanda sont en connivence ou quoi, je ne sais pas. Non. Non, c'est dans le raisonnement. C'est du point de vue juridique. Quand vous établissez les papiers dans un État. C'est les accords diplomatiques. Alors, une seconde, Asie. On a aussi comme l'impression, ça c'est une question que je pose comme ça, dans ces démarches administratives, il leur faut un passeport rwandais. Ils ne veulent pas. L'ambassadeur rwandais est venu pour expliquer ce cas. Je vous propose d'aller du côté de la régie suivre les propos de l'ambassadeur rwandais qui a été reçu du côté congolais. Et puis nous allons revenir. Et cette fois-ci, je demanderai à Ignace Guirabatouare pourquoi il refuse de prendre le passeport rwandais. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Lors de leur entretien, Pierre Ngolo, président du Sénat, et Jean-Baptiste Abiyalimana, ambassadeur du Rwanda au Congo, ont échangé sur les bonnes relations qu'entretiennent le Congo et le Rwanda en s'appuyant sur la relation de la diplomatie parlementaire. Il en ressort précisément que les deux pays entendent renforcer les relations entre leurs deux parlements, ce pour accompagner les ex-réfugiés rwandais à effectuer paisiblement le retour dans leur pays. Ils ont deux choix, effectivement. Ils ont la possibilité de rentrer au Rwanda volontairement, mais aussi, grâce à l'amitié qui existe entre nos deux peuples, ils ont le choix de rester ici, de s'intégrer socialement, économiquement et administrativement. Parce que ce qui leur manque maintenant, c'est les cartes qui remplacent les cartes de réfugiés. Donc ils sont invités, encore une fois de plus, à venir à l'ambassade pour régulariser les situations administratives, acquérir des passeports rwandais et alors continuer leur intégration ici, dans le pays qui les a accueillis depuis 20 ans. Nous ne demandons pas aux Rwandais de rentrer au pays pour aller chercher le passeport. Ils viennent juste remplir des formalités, comme certains parmi eux ont déjà rempli et obtenu les passeports. Et ces demandes de passeport, nous les envoyons à Kigali, au service en charge, et puis ils auront leur passeport dans 2-3 mois. Jean-Baptiste Abiyalimana a saisi cette occasion pour demander aux parlementaires congolais, à travers le président du Sénat, d'aider son ambassade dans le travail de sensibilisation afin de persuader les ex-réfugiés à adhérer soit au rapatriement volontaire ou à l'intégration locale en formalisant leur situation. Ignace Guirabatouare, vous êtes ex-réfugié rwandais, puisque c'est de ça qu'on parle. Vous venez d'écouter votre... Si vous le voulez bien, votre ambassadeur ou pas, vous avez le libre choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous établisse des passeports rwandais? Merci pour la question. Je viens d'écouter ce que l'ambassadeur du Rwanda vient de dire. Mais nous ne voulons pas prendre le passeport rwandais. Pourquoi? C'est parce que nous ne voulons pas tout simplement repartir au Rwanda le moment où il n'y a pas encore le changement. Parce que nous avons nos raisons fondées qui nous ont poussé de quitter le Rwanda.
Mais l'ambassadeur, il dit que vous pouvez aller à l'ambassade, vous établir les passeports rwandais et puis rester au Congo. On ne vous demande pas de repartir. Mais c'est l'ambassade du Rwanda. Parce que nous savons que lorsqu'un réfugié rentre en contact avec l'ambassade de son pays, il perd automatiquement son statut de réfugié. Vous l'avez déjà perdu, monsieur? Non, on n'a pas encore. Ça, c'est vous qui le dites. Même nous croyons que nous sommes encore les réfugiés. Bon, sur quelle base juridique vous considérez comme... c'est moi qui pose des questions quand même. Hein. Non, c'est important. C'est quand même moi qui pose des questions. C'est quand même moi qui pose des questions. Alors, Ignace, tu te considères toujours comme réfugié rwandais, alors que le statut est perdu. Comment tu expliques ça? Bon, même si au Congo, on nous dit que le statut est perdu, mais je ne crois pas. Parce que je sais que les raisons qui ont fait que je puisse quitter le Rwanda existent. Aussi longtemps que ces raisons subsistent, je reste réfugié, qu'on le veuille ou pas. C'est la raison pour laquelle nous croyons qu'il y a, selon la convention de l'OIA, on dit que si un pays qui a accueilli les réfugiés, il voit que les réfugiés deviennent un fardeau pour son pays, il peut faire la paix à d'autres pays de la communauté, directement ou indirectement, pour qu'ils puissent partager ce fardeau. Donc, pour nous, nous croyons que nous sommes encore les réfugiés. Le moment où Congo verra qu'il n'arrive plus à nous supporter, il va faire ce que demande la convention de l'OIA. Et puis je rappelle que vous parlez également, puisque nous étions à votre conférence de presse, sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 14, alinéa 1, qui dit que si vous ne vous sentez pas à l'aise chez vous, vous avez le droit de rechercher l'asile, soit ailleurs ou dans d'autres pays que le pays où vous êtes. Donc sur cette base, on peut considérer que vous êtes réfugié. Asie. Oui, Foucault, vous savez, j'ai en face de moi un réfugié rwandais et j'ai en face de moi un sociologue. Moi, je rejoins un journaliste. Moi, je rejoins le journaliste. Le journaliste, c'est des points d'ombre. Quand on met une enquête journaliste, ce sont des points d'ombre qui vous intéressent. Je vous ai dit, je suis tombé sur l'enquête. Quand j'ai vu le Rwanda, quand je vois le Rwanda, c'est un pays qui émerge, qui fait beau vivre, qui est présenté comme tel. Mais quand je vois les citoyens rwandais, le cas du Congo, 10 000, 8 000 refus de partir, n'importe quel journaliste arrête, va faire l'investigation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, un pays, voilà. Et qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi? Alors, quand je regarde, je me dis, bon, je ne peux pas avoir le droit. Et là, je ne peux pas aller au Rwanda, maintenant faire l'enquête parce qu'il me faut beaucoup d'éléments. Mais je m'inspire des rapports des autres. Je tape sur le rapport des ONG. Je tape sur le rapport, l'audition des Rwandais, que j'ai beaucoup interrogé, ceux qui sont réfugiés ici, avant de faire l'enquête. Je connais une grande communauté rwandaise en Europe. Par mes voyages en Europe, je rencontre cette communauté, je profite d'une mission pour en faire une double. Et j'ai ces documents importants qui vous remercie, Asie. Nous vous connaissons venus du Congo, vous êtes renseignés. Voilà par exemple, c'est un document. Nous voulons rentrer au Rwanda parce que entre nous, il y en a qui veulent participer à l'élection présidentielle. On nous a empêchés d'embarquer. Quand j'ai ce document, il est là authentique, écrit et délivré par les aéroports. Ce document, moi, ma mère, je les ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Le journaliste d'investigation, lui, c'est pas la parole des gens. Il prend ces termes, je garde. Quand je prends le rapport de la FIDH, ce rapport, la FIDH a fait un rapport avec des éléments sur le terrain qui contredisent. Quand je prends le rapport, l'enquête de France 24, où ils sont partis jusqu'au Rwanda, l'enquête France 24 condamne le pouvoir de Kigali. J'ai ces éléments avec moi. Je commence à me prononcer par des éléments parce que je n'ai pas été sur le terrain. Quand on n'est pas sur le terrain, on prend les rapports des autres, on regarde. Le cas des Rwandais aujourd'hui, c'est que quand on dit on vous a retiré le statut, et moi je l'ai dit pour la crainte de savoir, le statut on le retire à quel moment? Est-ce que dans l'enquête qui permet de retirer le statut, a-t-on associé les concernés? Alors que la loi dit rapatriement volontaire, mais si c'est volontaire, vous avez retiré le statut sans leur accord, le volontariat est où? Le retrait des statuts égale embarquer. Mais si le retrait des statuts les embarque, parce qu'on non, égal embarque pour ceux qui veulent partir, égal rester ceux qui veulent intégrer. Je parle ici de ceux qui veulent partir. Je dis mon enquête a porté pas sur ceux qui veulent rester. Quand ils restent, ils sont en vie, ils sont tranquilles. Mais ceux qui partent, pourquoi refusent-ils? Je répète que je parle de ceux qui ne veulent pas partir. Alors, ils veulent partir, ils doivent être volontaires. Mais vous leur retirez le statut, ils ne sont pas volontaires. Il y a contradiction entre retirer le statut et le volontariat. Le volontariat, c'est que nous sommes tombés d'accord, nous partons. Aucun accord ne dit on vous rapatrie par la force. Volontaire. Et que dit le terme volontaire du point de vue du droit? Vous dites volontaire et vous retirez sans leur consentement. Il y a contradiction entre le retrait et le volontariat. Je veux qu'on me contredise sur ce point. Maintenant, je félicite le Rwanda qui met à la disposition des Rwandais un passeport pour qu'ils puissent faire leur intégration. Voilà la deuxième partie. On ne fait pas l'amalgame. Je suis précis. Ceux qui sont ici, j'ai dit à l'ambassadeur, félicitations. Je ne peux pas accuser Kagame. Je n'ai pas compétence et qualité parce que je n'ai pas fait l'enquête. Mais le FIDH accuse Kagame, mais la presse accuse Kagame, les droits de l'homme accusent Kagame. Je me sais déjà vous dire, attention, ces éléments, ma possession,
m'amène à attirer l'attention sur les autorités du Rwanda. France 24 est une télévision qui est partie au Rwanda, c'est une télévision rwandaise. La FIDH est une institution internationale qui met des enquêtes, beaucoup de rapports, mais qui ne vont pas en faveur du Rwanda. Alors, je termine en disant. Une question, Asie. Oui. C'est vrai que tu le dis comme ça, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Non, je me dis concrètement quand je lis ces rapports. Quand vous lisez ces rapports, c'est comme tu me dis. Ouais, voilà les gens sont fusillés. Les rapports disent quoi? Ils disent ceux qui ne sont pas de l'ethnie au pouvoir aujourd'hui. Le conflit pour lequel ils se sont séparés n'a jamais été résolu. La rancœur reste à l'intérieur. C'est parfois pas Kagame qui vous achète à la machette. C'est parfois le copain Hutu Tutsi qui est à côté. C'est pas parfois contrôlé par Kagame. Parce que le problème ethnique n'est pas un problème d'idéologie, c'est un problème, vous mourrez avec. On est Hutu, on meurt Hutu. On est Tutsi, on meurt Tutsi. Mais si on est divisé par Hutu et Tutsi, pour rassembler les deux camps, ce n'est pas en 20 ans. La colonisation a duré et aujourd'hui nous avons 50 ans d'indépendance, les pays ne se sont jamais remis. Donc on ne peut pas concilier un peuple divisé tribalement en 20 ans de Dieu. Ou non, on a eu une déclaration pour dire, bon maintenant vous enlevez le statut de réfugié, repartez chez vous. Et quand vous avez ce statut-là, vous avez regardé, le Rwanda, ce n'est pas le Congo. La crise au Congo peut être une crise d'idéologie, une crise politique. Le Congo nous a reçu son temps. Il n'y a pas de Bakongo, il n'y a pas de Lari, il n'y a pas de Moshi qui soit contradictoire. Mais au Rwanda, c'est systématique. Hutu et Tutsi, ça ne s'entend pas. Voilà. Alors quand vous arrivez à ce point-là, ce n'est pas parce que vous avez dit, bon, votre statut tombe, repartez. Alors, bon, monsieur Foucault, vous qui posez des questions, quand le statut tombe, repartez. En tombant ce statut, vous avez réconcilié la dissociation entre Hutu et Tutsi. Il ne faut pas qu'on blague. Voilà les enquêtes. Et l'enquête, c'est ça. Alors, une question que je pose à Ignace. Ignace, sans indiscrétion, l'ambassadeur du Rwanda au Congo, est-il Tutsi ou bien Hutu? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ok, d'accord. Alors, Péa, une réaction? Je constate la mauvaise foi de mon ami Ignace. Ignace ne connaît pas l'ethnie de son ambassadeur. Bon, il s'appelle Abiyarimana. Vous ne pouvez pas avoir une idée sur ce que c'est. Première chose. Ça veut dire qu'il est Hutu. Non, bah, d'accord. D'accord, laissez-moi voir, je vais arriver. Deuxième chose. Ça veut dire qu'il est Hutu, c'est ça? Non, je ne sais pas, ça a compris. Deuxième chose, regardez. Pour éclairer les téléspectateurs, Péa, dis-nous, il est Hutu ou Tutsi? Regardez. Par son nom, Péa, attends, tu vas continuer. Dis d'abord, Péa. Tu as pris le nom Abiyarimana, ça veut dire quoi? Il est Tutsi ou Hutu? C'est lui le Rwandais qui connaît. Mais tu sens ce nom là. Mais lui, il dit qu'il ne connaît pas. Oui, parce que j'ai lu le nom. J'ai lu le nom, il s'appelle Abiyarimana. Okay. Donc, c'est son nom est de consonance Hutu parce que le président qui est tué, Abiyarimana, et serait Hutu, c'est ça, non? Le président qui est. C'est pas ce. Bon, c'est pas ce. Les noms rwandais sont les noms significatifs. Voilà. Que ce soit les Tutsis ou que ce soit les Hutus, ils peuvent porter le nom de Abiyarimana. Monsieur Ignace, les informations dont j'ai à ma position renseignent que l'ambassadeur du Rwanda au Congo est Hutu. Première chose. Deuxièmement, parce que vous avez voulu que je m'exprime là-dessus. Deuxièmement, monsieur Azi dit ici que la séparation est étanche. Si les Hutus sont au pouvoir, il n'y a que les Hutus. Non, je ne dis pas systématique, je dis c'est des divisions qui s'observent. C'est tout. Je vous apprends que pendant que le général Abiyarimana était au pouvoir, il y avait les Tutsis dans son gouvernement. Tout comme, pendant que le président Kagame, d'ailleurs après le génocide, si je ne me trompe pas, Faustin Kagaramungu, qui était Premier ministre, était Hutu. Si je ne me trompe pas, M. Pasteur Bizimungu, qui était présent juste après le génocide, président de la République, était Hutu. Donc là, sur ce terrain-là, on ne peut pas dire ça. Il y a des choses qui sont claires et établies. Moi, je vais revenir sur un aspect très intéressant. Pourquoi les Rwandais ne veulent pas prendre le passeport de leur pays? En entendant M. Ignace tout à l'heure, ce que je retiens, c'est qu'il y a la négation de l'autorité rwandaise. Ils ne reconnaissent pas le pouvoir de Kigali. Puisqu'ils disent ce pouvoir du FPR, nous ne le reconnaissons pas. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas prendre le passeport
Maintenant, c'est là où non. Attends, Ignace, S'il donne le passeport, il sait d'être réfugié. Le bon, c'est lequel. Non, mais ah oui. Ignace, tu veux réagir là? Non, monsieur Péa. Parce que tu le regardes bizarrement là. Vas-y. Je n'ai pas dit que son pouvoir de RPR, non, c'est pas ça. Vas-y, Ignace, tu développes. Moi, je suis un réfugié. Je n'ai rien à voir avec le pouvoir de Tigali pour la première fois. Pourquoi? Je reconnais qu'il y a le pouvoir de Tigali, mais ce n'est pas le pouvoir qui me gère parce que je suis un réfugié. Et un réfugié ne peut jamais rentrer en contact avec son ambassade. Mais non, écoutez, ne tournez pas en rond. Qu'est-ce qu'ils étaient réfugiés sur la base d'une clause? Et c'est le HCR qui demande à l'État congolais de les accueillir. Ces institutions qui ont fait des réfugiés ont dit qu'à partir de cette situation, vous êtes les réfugiés au vide de. Pourquoi donc ce matin tu as dit que nous sommes réfugiés? D'ailleurs, une déclaration du Premier ministre a dit qu'ils étaient en situation irrégulière. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, l'argument de dire que nous sommes les réfugiés tient encore? Non, attends, ne faisons pas du dilatoire. Oui, mais je m'excuse, je crois que nous devons éclairer la lanterne du public. Je vous ai déjà dit que vous n'allez pas répondre à cette question. Est-ce qu'il s'agit de délibérer du haut de votre fonction? Le statut est fini. C'est ça le problème, il ne sait pas de délibérer pour dire je m'appelle Gabriel, je m'appelle ACM, le statut n'existe plus. Attends, je n'arrive. Si ça n'existe plus, quels sont les éléments de votre position qui vont. C'est ce que vous dites, non? Quels sont les éléments de votre position qui feront refuser de partir? Mais quels sont les éléments en possession du ACM et de Kagame qui montrent que les gars seront en paix? Pour eux, ils vont aller à l'abattoir. Pour eux, ils vont aller t'exterminer. Pour eux, ils vont te tuer. L'assurance n'est pas donnée. Pourquoi? Ces rapports qui ne sont pas faits par les Rwandais prouvent qu'il n'y a pas d'assurance. Mon frère, je vais aller dans mon pays. Si une presse est partie là-bas, affirmer, montrer qu'il y a l'extermination, je vais aller dans mon pays. Ici, les ONG montrent que, monsieur, les Rwandais qui sont en RDC ont été tués au vu au sud de ACR qui a laissé faire. Si je vais aller dans mon pays, les institutions internationales, les ONG montrent que ça ne va pas. Je fais comment? Je m'en vais quand même par mon entêtement. Il ne s'agit pas à Kagame de dire tout est fini. Il faut qu'il donne des garanties. Il faut que l'ACR comprenne que l'enquête n'est pas faite de manière parcellaire. Il faut bien qu'il y ait participation sur des volontaires. Le problème de fond, je veux le poser sur la table. Il rapatriement volontaire. Bon, le retour des statuts, il a été volontaire. Il était dicté. On se voit, il casse le volontariat du rapatriement. Allons-y, la contradiction est là. On enlève le statut. Si une nouvelle partie ne peuvent pas aller en volontariat. Quand le Congo dit que vous êtes en situation régulière, mais il ne peut pas repartir parce que ce n'est pas volontaire. Mais le statut a été laissé, a été enlevé sans les consulter. C'est là le débat. Mais dites-moi qu'on les a consultés pour enlever le statut. C'est là où le volontariat ne marche pas. Constant va réagir, Azi. Constant. Bon, grand frère Azi. Première chose, ne criez pas. On fait le débat, c'est la force des arguments, non les arguments de la force. Première chose. Deuxième chose, attendez qu'on vous donne la parole. Parce que quand vous parlez, je vous suis religieusement. Alors, laissez-moi aussi m'exprimer, même si je dis de fausseté, j'en endosse la responsabilité. Voilà, j'aimerais qu'on pose les bases. Maintenant, je vais répondre à toutes vos questions. Vous avez dit quels sont les éléments en ma possession qui disent... Non, on peut se dire ACR et du président Kagame pour enlever le statut. Il faut le laisser parler. C'est ça, je n'ai pas dit en votre position, non, parce qu'il se trompe. C'est pas grave. Voilà, donc c'est pas dit. Qu'est-ce qui montre à Kagame que tout est bon, on peut rentrer. Vous aurez le temps de le corriger quand vous aurez la parole. Pas le débat va dans tous les sens. Vous aurez le temps de le corriger. Kagame a tel élément, l'ACR a tel élément, eux, ils sont convaincus. C'est ça, malheureusement. Monsieur Azi, vous aurez le temps de le corriger quand vous aurez la parole. S'il évolue dans les faussetés, s'il dit ce que vous n'avez pas dit, vous aurez la parole, vous le corrigerez. Monsieur le politologue, vous aurez la parole. Et religieusement la parole. Mais exemple, il faut discipliner le débat. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour les Congolais qui nous suivent. On ne se fâche pas. Alors, non, je ne me fâche pas. Je suis un diable rouge, je ne me fâche jamais. Okay, voilà. J'ai sous mes yeux le communiqué, le procès verbal de la réunion tripartite d'évaluation de la feuille de route issue de la réunion tripartite ministérielle Rwanda-Congo HCR du 4 avril 2017 à Kigali. J'ai ici le communiqué final de la réunion tripartite d'évaluation de la feuille de route issue de la réunion tripartite ministérielle Rwanda-Congo du 4 avril 2017 à Kigali dans sa perspective de la clause de situation fixée le 31 décembre 2007. Dans ces rapports, dans ces documents, et ça c'est, il y a le Congo, signataire le Congo, le HCR et le Rwanda. Ils ont estimé sur la base des investigations qu'ils ont eu à faire que ces Rwandais-là peuvent rentrer chez eux. Mais là aussi n'est pas l'unique problème. C'est là où M. Aziz s'inscrit dans une fuite en avant que je n'arrive pas à comprendre. On leur dit ceci, vous pouvez rester au Congo,
il vous suffit de prendre le passeport rwandais. C'est toute la question. On ne vous a pas dit sur le passeport rwandais, vous rentrez chez vous. Pourquoi donc ils ne veulent pas ils ne veulent pas prendre le passeport rwandais? C'est là où je vais évoquer l'aspect historique. Vous allez me le permettre. Allez-y. Pour comprendre tout ce qui se passe. Alors, vous savez, l'histoire du Rwanda, surtout à partir de 1950, 60, et a eu ce problème-là où certains vont en exil, certains sont au pouvoir, certains sont en exil, certains reviennent et ils s'organisent là-bas. Je prends l'exemple simple avec M. Kagame, où ses parents se sont retrouvés en Ouganda après justement ce qu'ils ont appelé la révolution, je crois, sociale ou française qui a eu lieu dans les années 60. Et c'est de là-bas qu'eux se sont organisés pour venir reconquérir le pouvoir au Rwanda. Et ceux-ci sont sortis. Et sur la base de certains documents que j'ai eu à lire et tout, il se trouverait que le pouvoir, le réfugié rwandais qui se trouve ici à Brazza ou encore à l'est en RDC sont dans l'optique de se préparer pour la reconquête du pouvoir au Rwanda. Ça, c'est des non-dits. Si ceux qui disent que nous ne voulons pas rentrer, pour eux, c'est parce que le pouvoir, là, nous ne le reconnaissons pas. Notre pays, c'est là-bas. Nous allons repartir, prendre notre pouvoir. Et celui qui a la connaissance du modèle opératoire, qui l'a utilisé pour y arriver, estime que nous avons construit le pays, nous avons fait ceci, et il faudrait que les autres rentrent, nous soyons ensemble pour ne pas que demain, on tombe dans les éléments, on casse le pays, on reconstruit, on casse. Le vrai problème est celui-là. Vous avez vu comment le président Kagame a multiplié une forte activité diplomatique entre 2010 et 2015. Hein. Il était constamment ici, constamment cela. Bon, on pourrait dire dans un premier temps que c'est le rôle de tout chef d'État qui voudrait que ces ressortissants reviennent chez eux. Mais il y a le deuxième aspect, c'est cet aspect historique, cette problématique historique qui s'inscrit dans les trajectoires politiques de l'État rwandais, où cette conflictualité qui se pose entre les deux groupes entités sociologiques qu'on appelle Hutu et Rwandais. Alors, j'anticipe sur cette question, parce qu'il nous reste 4 minutes. Finalement, à t'entendre parler, comment peut-on régler cette situation? La question des réfugiés rwandais deviendrait-elle un jour une épine dans les relations entre les deux États? À t'entendre parler. Pour moi, la question est simple. Mais nos amis rwandais, ça c'est moi qui le je ne parle pas de l'État congolais parce que je n'ai pas la compétence. C'est moi, Constant Ibara, qui pense la chose suivante. Le politologue. Voilà. Nos États, nos amis rwandais, s'ils ne veulent pas, oui, mais qui ne veulent pas rentrer chez eux, ils doivent prendre le passeport rwandais pour s'installer au Congo. Là où je parlais de l'aspect stratégique, c'est que qu'est-ce que le Congo gagne? C'est ça la question qu'il faut poser. L'État, c'est un monstre fou. On ne doit pas gérer l'État avec les émotions. Qu'est-ce que le Congo gagne en gardant les ressortissants rwandais, les ex-réfugiés, parce que ce ne sont plus les réfugiés, les ex-réfugiés sur le territoire congolais? Il nous reste 4 minutes, PA. Je sens que tu veux développer, mais tout le monde doit parler. Allez-y. Vas-y, en 1 minute, il nous reste 4 minutes. Oui, en 1 minute. Vous m'avez dit qu'il fallait corriger un truc. Excusez-moi, je peux avoir ce rapport de mon cher collègue. Vous avez, il vous donne ce rapport, il dit... j'ai lu ces rapports, ils se sont servis de ça pour faire rapatrier les gens. Voilà. Moi, c'est-à-dire, après ces éléments-là, il a tous les arguments qui permettent que les Rwandais, qu'on leur retire le statut et qu'ils partent. Ok? Moi, je suis journaliste. J'ai cet élément, je l'ai lu comme lui. Je suis d'accord, ils vont repartir. Mais quand j'ai cet élément, j'ai celui qui dit, si vous les repartez, ils vont être tués. Ça, c'est pas moi qui le fais. J'ai un rapport. Cela, c'est la FIDH. Maintenant, vous accordez un peu. Je suis en train de dire ceci. Permettez que je vous coupe aussi. Vous l'avez fait tout au long de cette émission. Maintenant, il vous reste 2 minutes. Vous accordez le crédit à Africa 24 et à FDH. Mais concernant les disparus du beach, quand c'est même ONG, on fait des rapports épinglant le Congo et RFI qui faisait le truc sur le Congo, vous vous êtes levé pour dire que c'était partiel. Non, il faut. C'était le problème de forme. Même aujourd'hui, ils sont devenus crédibles. D'accord, mais je vous le parle. Est-ce que cette question devient une épine pour ne pas dissocier entre les deux pays? Oui, écoute, pour ne pas noyer le poisson, il faut mettre le point sur les excuse-moi. La question des réfugiés rwandais sera-t-elle une épine dans les relations des deux pays? Non, j'ai dit non. Oui ou non, parce qu'il nous reste 30 secondes. Oui ou non? Le dossier est tellement important. Monsieur Père doit comprendre que un journaliste, il se base sur les rapports qu'il a. Moi, j'ai pris le Rwanda, j'ai ce rapport, j'ai celui-ci. Donc, quand il faut le problème, que ça peut gâcher les relations entre le Congo et le Rwanda? Non, j'ai dit non.
Tout ce qu'il faut faire, c'est que le Congo peut trouver les moyens de résoudre ce problème. Parce que nous, les réfugiés, non seulement par rapport à ce que M. Assis avait dit, nous avons même les témoins qui ont été sensibilisés, les Rwandais qui ont été sensibilisés pour repartir au Rwanda. Ils sont repartis volontairement. Ils ont été persécutés, ils sont revenus actuellement, sont les demandeurs d'asile. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas prendre le passeport rwandais parce que le prendre, c'est être toujours sous l'autorité et sous contrôle de ce pays et de son gouvernement. Merci beaucoup. Bien sûr. Problématique. L'émission est finie, cher monsieur. En télévision, c'est le temps. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. L'émission est finie. En télévision, c'est le temps. Mesdames et messieurs, nous allons y revenir dans d'autres émissions. J'avais eu le plaisir d'être sur ce plateau avec monsieur Constant Ibarra-Péa. Il est politologue. Merci d'avoir accordé votre temps à cette émission. Et puis Asie Dominique de Marseille qui dit toujours oui, même s'il est à Paris, il reviendra parce que je t'invite. Tu viens. Merci beaucoup, Asie. Et puis Ignace Gira Batouari, c'est bien cela. Excuse-moi, c'est la prononciation. Réfugiés rwandais. Oui. Problématique des réfugiés rwandais au Congo. Vous avez compris avec ce débat que la solution, c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, mais c'est peut-être après-demain, ou que la solution est déjà là, mais que les uns et les autres ne veulent pas accepter cette solution parce que ça n'arrange ni l'un ni l'autre. Mesdames et messieurs, le débat se poursuivra dans les jours à venir. Merci.